Bienvenue dans ce nouvel épisode d'EnduroFlow. Aujourd'hui, j'accueille Yves Saint-Louis, un athlète d'endurance accompli, avec plus de 100 triathlons et 8 Ironman à son actif. Mais son parcours n'a pas été sans embûches. Il a traversé 3 années marquées par le surentraînement. Ce n'est qu'après une prise de conscience qu'il a entrepris un processus de rétablissement. Un chemin long de 6 années, ponctué de hauts et de bas, pour enfin trouver un équilibre durable. Aujourd'hui, Yves partage son expérience pour aider d'autres athlètes à mieux comprendre les risques du surentraînement et à pratiquer leur passion en toute sécurité. Il joue aussi un rôle essentiel à la clinique du coureur, où il contribue à l'éducation et à l'accompagnement des sportifs. Voici un petit aperçu de tout ce que tu vas découvrir dans cet épisode. La différence entre un surentraînement ponctuel et le syndrome de surentraînement. Les 4 grandes étapes du continuum de la fatigue, les signaux d'alerte qui devraient t'inciter à lever le pied, les conséquences durables du surentraînement et les ajustements qu'il a apportés à son quotidien pour prévenir des rechutes. Le profil type des personnes les plus à risque, qui consulter si tu te poses des questions sur ta pratique. Pour conclure, Yves nous partage une anecdote captivante sur son premier ultra au Mexique. Une expérience éprouvante où il a touché à la fois ses limites physiques et mentales. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse apprécier mon entrevue avec Yves Saint-Louis. Et comme toujours, si tu apprécies le podcast, pense à t'abonner et à laisser une revue 5 étoiles. Bonne écoute! Bonjour Yves, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer s'il te plaît? Certainement. Donc, Yves Saint-Louis, je suis un éducateur physique qui travaille avec la clinique du coureur depuis à peu près 9 ans. Passionné de sport, d'endurance, ancien hockeyeur, mais qui fait du sport encore de façon récréative et qui a une passion profonde pour les sports, d'endurance, mais en fait les sports extérieurs. J'aime ça jouer dehors. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter justement, c'est quoi un petit peu toi ton histoire avec le sport et comment t'en es venu au sport d'endurance? Ça a commencé très jeune. Je viens d'un petit village sur la Côte-Nord au Québec, à Forestville, qui est quand même à peu près à 4 heures de Québec, à l'est, au nord-est. Là-bas, on était chanceux parce qu'il y avait quand même une culture du sport d'endurance qui était présente. Là, il aurait pu avoir pas grand-chose parce que c'est un petit village d'à peu près 3000 habitants. Et on avait, nous, c'était des professeurs d'éducation physique là, qui dictaient un peu qu'est-ce qu'on allait faire comme activité. Puis à l'époque, il y avait quand même il y avait une certaine rigueur pour les courses. Donc, il y avait de l'athlétisme au printemps, début de l'été. Donc, on se préparait pour ça quand on était très jeune. Puis après, il y avait les cross-country à la fin, à l'automne. Et à travers tout ça, il y avait une petite compétition qui s'appelait la trotte, qui était une course à pied qui était très locale, là, à la limite régionale. Puis très jeune, je me suis intéressé à ça. En fait, c'était une activité qui arrivait, puis je me suis intéressé à ça, puis je faisais les compétitions depuis que, j'avais à peu près, quand j'étais au primaire, là, j'avais peut-être 8-9 ans quand j'ai commencé. Puis j'ai développé le goût de l'effort, dans le fond, là, de faire un effort. Puis de fil en aiguille, j'ai toujours aimé faire ce genre d'activité-là. À travers ça, j'ai joué au hockey. Je me suis quand même rendu à un certain niveau, là, pour peut-être que les gens connaissent pas, mais j'ai quand même fait le niveau junior majeur, qui est comme la porte d'entrée avant d'aller dans la Ligue nationale. Ici au Canada, les gens connaissent ça. Mais j'ai quand même eu un parcours de hockeyeur. J'avais quand même un certain talent là, au hockey. Là. Puis dans ce petit village-là, l'hiver, il y avait le hockey qui était omniprésent. Mais en parallèle, j'avais toujours cette passion-là pour les sports. Même, je faisais des compétitions de ski de fond. Même si on n'avait pas de piste de ski de fond dans mon village, je faisais juste les compétitions. Donc, on se promenait. Mon père m'amenait. Des fois, après une partie de hockey, on faisait 1 heure de route, on allait faire une compétition de ski de fond. Fait que j'avais ce désir-là de faire des compétitions, de me dépasser. Puis, je me souviens même, quand j'avais peut-être 11-12 ans, j'avais vu à la télé, à l'époque, il y avait un reportage annuel sur l'Ironman d'Hawaï qui passait à la télé. C'était à NBC, un poste américain. Puis j'avais trouvé ça, vraiment, les images étaient superbes. J'avais vu des gens vraiment faire le triathlon. Puis je suis tombé en amour avec ce sport-là sans même le connaître. Puis c'est parti de cette espèce de reportage-là que j'avais vu. Puis j'ai dit, crème, je veux faire un triathlon, puis éventuellement un Ironman sans trop savoir c'était quoi. Et c'est ça, de fil en aiguille, j'ai développé ce désir-là. J'ai fait mon premier triathlon à 14 ans, un petit triathlon qui avait lieu dans un village voisin. Puis à partir de là, j'ai vraiment essayé de développer un peu ce sport-là, puis de devenir de meilleur, dans le fond. Pas parce que j'étais un champion olympique, là, c'est juste parce que j'ai toujours eu ce désir de me pousser ma limite physiologique. Puis c'est via le triathlon après que je suis tombé un peu là-dedans. Puis en parallèle, je continue à faire même maintenant des courses de ski de fond. De là, mon départ, en fait, la genèse un peu de toute ma passion sur le sport, ça a commencé quand même très jeune. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu as plutôt voulu te diriger vers des longs formats Ironman, par exemple?
Ben c'est ça, c'est dur je sais pas pourquoi, vraiment, j'ai toujours eu ce désir-là de pousser mes limites puis d'avoir j'ai toujours été la personne dans les groupes d'entraînement qui voulait en faire un petit peu plus, puis ça s'est tourné contre moi à un certain stade dans ma vie, mais c'est quand même drôle parce que même très jeune, j'avais ce désir de repousser mes limites. Puis ça c'est vraiment démarré avec quelque chose qui avait marqué mon imaginaire, là, l'Ironman, tu sais, Hawaï, la chaleur, les images volcaniques, il y avait quelque chose là-dedans qui m'a vraiment allumé. Puis quand je me suis mis au triathlon, je savais pertinemment que je voulais m'orienter vers là. Puis je me suis découvert quand même, j'avais pas nécessairement ce qu'il fallait pour faire des formats courts, je les faisais quand même. Mais aussitôt qu'on allongeait un peu les distances, ben, je me retrouvais dans une zone d'effort que j'appréciais. Puis de fil en aiguille, encore une fois, j'ai fait un premier semi quand même très jeune, là, j'avais quoi, 19 ans. Puis je me suis rendu compte que j'avais vraiment aimé le type d'effort, partir longtemps. Puis après, je me suis planifié même 1 an plus tard, 2 ans plus tard, à 21 ans, de faire mon premier Ironman. Puis même le processus d'entraînement, j'adorais ça. Partir longtemps, des 5-6 heures, faire du volume. J'adorais le feeling là, de pousser ce temps-là, que ce soit à la course ou en vélo. Et après, la décision était déjà prise il y a longtemps, mais c'est ça. Puis l'entraînement, le processus me nourrit énormément, puis j'adorais m'entraîner. T'as pas le choix, là. Si tu fais de l'Ironman puis t'aimes pas faire t'entraîner, ça va être un peu long. Donc, ça s'est décidé jeune, mais après, j'ai mis tout en place pour arriver à mon premier Ironman quand même prêt. Là. J'ai pas fait ça sorti de nulle part. Là. Je me suis quand même bien préparé. Là. Ok. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu de surentraînement. Ouais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais commencer par définir un petit peu concrètement ce que c'est? C'est souvent associé à une forme d'addiction au sport, par exemple. Est-ce que les deux sont indissociables ou pas forcément? Ouais, ben c'est ça. Alors, il y a une distinction à faire entre le surentraînement, c'est-à-dire trop s'entraîner. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça au quotidien, même de façon hebdomadaire, qui est quelque chose qui est quand même assez courant. Donc, on s'entraîne trop, on est fatigué, puis bon, il y a une diminution des performances versus le syndrome du surentraînement, qui est une condition qui est rare puis qui est quand même très grave. Donc, le syndrome du surentraînement, pour y arriver, ça prend quand même beaucoup, beaucoup de trucs de fatigue qui est installée, trop de sport, puis comme tu disais, peut-être même une addiction à l'entraînement qui est, sans dire que c'est garanti que si on a une addiction à l'entraînement, on va se surentraîner. Il y a quand même un rapprochement à faire avec ce désir de faire de l'entraînement, de s'entraîner. Je disais tantôt, j'avais le désir d'en faire plus. Ben, c'est ça. Les gens qui ont un profil, qui veulent s'entraîner et qui repoussent leurs limites, tôt ou tard, ils peuvent jouer avec cette limite-là. Mais le syndrome du surentraînement, c'est vraiment une condition qui est à la fin ce que j'appelle le continuum de la fatigue. Il y a quand même plusieurs étapes. On parle, je vais y aller brièvement, là, on a 4 grandes étapes de fatigue qu'on appelle au niveau du sport. Il y a le premier type de fatigue, on appelle ça de la fatigue aiguë, là, qui est tout à fait normale, c'est-à-dire, bon, on passe une mauvaise nuit ou deux, on s'entraîne un peu trop, une journée ou deux, on a de la fatigue qui s'installe, puis bon, après ça, on récupère quelques jours, puis ça va. Après, dans l'entraînement, on parle de surmenage fonctionnel, c'est-à-dire que c'est un type de fatigue qu'on va créer en tant qu'entraîneur. Même avec mes athlètes, personnellement, je veux créer cette fatigue-là parce que ça veut dire qu'on a imposé une surcharge. C'est-à-dire qu'on s'entraîne beaucoup, on crée une fatigue, mais après un certain nombre de jours, voire de semaines de repos, ben après, on voit qu'il y a une amélioration des performances. Donc, c'est souhaitable de faire cette surcharge-là. Et après, si on avance un petit peu plus dans la fatigue, c'est qu'il y a le surmenage qu'on appelle non fonctionnel. C'est-à-dire que là, la fatigue s'installe, donc on a poussé nos limites, on a dépassé même nos limites. Et là, la fatigue est bien installée, puis après un certain nombre de semaines, voire de mois, même si on se repose, parfois on a de la difficulté à reprendre ce qu'on appelle un niveau fonctionnel de base. C'est-à-dire que même avec du repos, on doit se reposer parce que les performances ont vraiment diminué, les gens se sentent pas bien. Après plusieurs semaines, voire des mois de repos, les gens tardent à reprendre un niveau fonctionnel. Donc, il n'y a pas nécessairement une augmentation des performances qui est liée à cette surcharge-là parce qu'on s'est trop entraîné ou on s'est trop fatigué. Et après, le dernier, qui est là, je parlais tantôt du syndrome du surentraînement. Ça, c'est une condition on se rend là parce que, bon, on s'est entraîné peut-être, pas peut-être, on s'est entraîné beaucoup trop, ou il y a eu d'autres facteurs de stress ou peu importe là, dans la vie des gens, ça peut être le sport qui est le gros stresseur, mais on rajoute à ça, bon, que ce soit les contraintes familiales, le travail, les gens peut-être qui ont une blessure, ils sont malades, puis ça fait beaucoup, beaucoup de stress, puis les gens n'écoutent pas nécessairement ces signes-là de dire, OK, il faut ralentir, puis de façon chronique, la fatigue s'installe, puis ça devient chronique. Puis ça, c'est vraiment, ça peut prendre des mois, voire des années à se désentraîner, si on veut, donc à se reposer pour reprendre un niveau
normal. C'est-à-dire que reprendre un niveau normal, ça veut dire que je me suis vraiment pas amélioré. Au contraire, au niveau de ma condition physique, ça a diminué énormément, mais les gens doivent se reposer parce qu'ils sont plus capables de s'entraîner de façon équilibrée puis d'avoir une vie normale. C'est vraiment, comme je disais, c'est à la fin complètement du continuum qu'on se rend au syndrome du surentraînement. Ok. Tu as parlé de signaux d'alerte. Si on prend ton exemple à toi, c'était quoi un petit peu les signes avant-coureurs? C'était quoi le point de bascule, les premiers éléments qui ont fait que tu as basculé du mauvais côté? En fait, ça s'est fait en ce fait. Moi, j'ai suivi tout le continuum. Là. Comme la plupart des gens, c'est rare qu'on passe de la fatigue aiguë au syndrome du surentraînement. Là. Il y a plein d'étapes, mais les étapes, c'est toujours à peu près la même suite d'événements. Au début, bon, on s'entend, les gens sont fatigués. Il y a une diminution des performances. Après, ce qu'on regarde de plus en plus, c'est l'irritabilité. Les gens sont impatients parce qu'ils n'arrivent pas à avoir vraiment... il y a une frustration qui s'installe. Mais aussi, il y a un changement au niveau du sommeil. Le sommeil est altéré. Il y a souvent des balancements au niveau hormonal qu'on ne comprend pas encore, mais que quand même, bon, les gens vont avoir peut-être des taux de cortisol élevés. Il y a tout un débalancement au niveau du système nerveux, sympathique, parasympathique. Un devrait activer, l'autre devrait essayer de détendre le corps ou relaxer le corps. Puis là, il y a comme un débalancement, fait que les gens sont en hyperactivité souvent. Moi, je l'ai vécu. Hyperactivité, sudation, difficulté à dormir. Puis là, c'est tout quelque chose qui s'enchaîne après. C'est que là, quand ça devient chronique, parce qu'on a de la difficulté à dormir, on continue quand même à s'entraîner. Les performances diminuent et là, on continue quand même. Fait que c'est un peu bizarre parce que souvent, le réflexe des gens, c'est qu'on voit une diminution des performances. Puis le réflexe de plusieurs athlètes, c'est de dire, ben là, si mes performances diminuent, c'est parce que je m'entraîne pas assez. Plutôt que de dire, ben là, il y a peut-être un problème dans mon entraînement, est-ce que je devrais pas revoir un peu à la baisse mon entraînement pour essayer de bénéficier des bienfaits là, de l'entraînement? Donc, ça a été beaucoup de signes comme ça au niveau du sommeil. Bon, l'appétit peut être quand même un peu modifié. Dans mon cas, c'était pas le cas, mais chez des gens, il y a des habitudes là, qui viennent un peu être modifiées. Puis souvent, c'est les proches qui vont le voir davantage que la personne. On est dans le déni. Là. Souvent, c'est un des signes aussi, c'est que la personne est dans le déni. Elle dit non, ça s'adresse pas à moi. Moi, j'en fais pas assez. Je devrais m'entraîner plus. Puis après, si on avance, il y a quand même aussi, chez les coureurs, souvent, ce qui va se passer, c'est que les gens vont se blesser avant d'arriver en surentraînement parce que la charge au niveau mécanique, le stress mécanique qui est imposé au corps est élevé. Alors qu'un triathlète va se blesser en courant, mais il va augmenter son volume de vélo, il va augmenter le volume de natation, il va être capable de pallier à cette espèce de diminution de volume ou d'entraînement. Bref, il y a quand même plusieurs signes qui sont quand même assez visibles. Puis, tu sais, moi, si j'avais eu à cocher les cases dans un questionnaire avec les 10 questions fondamentales, est-ce que, bon, comment va l'humeur? Comment va les performances? J'aurais coché, ben ça va pas partout. Là. J'aurais fait un grand trait, ça va pas. Mais les gens, comme je disais, sont un peu dans le déni, puis ils peuvent un peu tweaker ces réponses-là pour dire, bah, pour moi, ça devrait être correct, ça va s'arranger. Il y a quand même plein de signes, mais tu sais, ça, c'était en discutant avec les gens, personnellement avec mes athlètes. Moi, je parle quand même souvent à mes athlètes, puis j'essaie de voir comment ça va. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que ton humeur est bonne? Est-ce que, tu sais, il y a plein de questions comme ça de base qui me permettent d'avoir plus d'informations. Puis je pense que c'est la clé pour essayer d'être en amont, tout ça, essayer de détecter avant, parce que quand on est rendu plongé après plusieurs mois, que c'est devenu un peu chronique, puis que là, on est plongé là-dedans, puis on sait pas trop comment s'en sortir, des fois, il est un peu trop tard. Donc, c'est vraiment en amont, c'est ça, les questions fondamentales elles sont vraiment de base, hein, parce qu'on peut pas prendre une prise de sang et dire, ah oui, toi, tu es en surentraînement, toi, tu l'es pas, malheureusement. Ok. Est-ce que toi, dans cette période-là, tu as eu à dealer avec des blessures justement et tu as compensé par le vélo Oh, ou oui, autre, par clairement. exemple? Oui, c'est ça. Moi, je suis pas quand même, à l'époque, là, j'étais pas quelqu'un qui me blessait si facilement que ça, je suis chanceux. Mais j'ai eu, bon, des syndromes de bandelette iliotibiale, là, des trucs que j'avais jamais eu par surcharge. Là, j'avais vraiment, tu sais, je faisais vraiment des gros blocs d'entraînement. Puis après, j'ai aussi eu je me suis claqué un mollet en courant à la fin d'un entraînement, un enchaînement à vélo-course. Puis juste à la fin d'une phase de préparation spécifique pour un Ironman. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai eu à dealer avec ces petites blessures-là, mais tu sais, comme oui, en effet, là, aussitôt je me blessais, je communiquais avec mon coach à l'époque, je disais, ben là, je me suis claqué un mollet. Puis là, plutôt que d'investiguer, puis se questionner à savoir est-ce que on a mal géré la charge, pardon, on y allait plus, ah ben là, on va compenser. Fait que là, j'augmentais énormément mon volume de vélo. J'allais nager plus souvent, on essayait de compenser, puis finalement, il aurait fallu que je me repose. Là. Mais ça, c'était une mauvaise décision, et de mon coach, et même de moi qui n'avais pas cette réflexion-là à l'époque. Là. Ok. Et toi, du coup, à quel moment est-ce que tu commences à sortir du déni et tu commences à vraiment conscientiser qu'il y a quelque chose qui va pas? Personnellement, ça a pris beaucoup de temps. J'ai pas compris très vite parce que j'étais vraiment profondément dans le déni.
Et moi, en fait, ça a été avec des maladies fréquentes. J'ai été malade fréquemment. Ça, c'était un autre des points là, qu'on peut, quand les gens qui, ouais, ok, je suis malade, j'ai une grippe ou des rhumes fréquents, où on voit bien que le système immunitaire doit être affecté parce que, bon, si on est malade 2 fois par année, ça va, mais quand on commence à être malade quand même assez régulièrement dans des gros blocs d'entraînement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Personnellement, moi, j'ai eu 2 pneumonies quand même assez rapprochées quand j'étais parti m'entraîner à l'étranger. Puis j'ai eu 2 pneumonies quand même assez près, à quelques mois d'écart. Puis j'en ai eu une troisième après. Bon, ça, c'est tout dans à peu près un an. Là. Donc, à l'intérieur d'une année, j'ai eu 3 pneumonies. C'est pas normal. Là. Puis ma troisième pneumonie a fait que là, en fait, j'étais encore dans le déni, mais cette troisième-là m'a vraiment passé sur le dos, là, si je peux dire. Là. Ça m'a vraiment complètement mis à terre. Puis à partir de cette période-là, ben, la seule chose que je pouvais faire, c'était d'aller prendre des marches. Je n'étais pas capable de rien faire d'autre. J'étais tellement lessivé que ben, j'ai pas eu le choix. C'est ça l'affaire, c'est que moi, je me suis rendu très loin là-dedans. J'étais 6 mois en retard. Là. Il aurait fallu que 6 mois plus tôt, à une des pneumonies, que je disais, OK, là, il y a quelque chose qui cloche. Mais là, j'ai continué quand même. Malgré les pneumonies, j'allais faire 3 heures de vélo, j'allais faire plein de trucs, malgré des antibiotiques et tout ça. Donc, c'était pas très intelligent de ma part. Mais en fait, c'est ça. C'est que souvent, la maladie fréquente, si on a une récurrence à ce niveau-là, des infections et des trucs comme ça, c'est mauvais signe. Là. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait faire passer un niveau supérieur dans la prise de conscience? Est-ce que t'as été accompagné par quelqu'un, par exemple? Ouais, j'ai quand même, ça m'a pris du temps aussi à aller chercher de l'aide, là, parce qu'au niveau médical, il y avait quand même quelque chose à faire. Mais à l'époque, il y a une médecin qui m'a quand même aidé beaucoup. Là. C'était une médecin sportive. Là. Elle a pris sa retraite là, de la médecine, je crois. Mais c'était une super doc du sport à Québec qui m'a. J'étais allé la voir, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec elle par Blaise qui la connaît bien, là, Blaise Bois, qui l'a appelé. Il dit écoute, j'ai un de mes amis, ce sera un bon patient pour toi. Puis j'étais allé la voir, puis finalement, là, elle m'a vraiment guidé à savoir qu'est-ce que je devais faire. Puis tu sais, moi-même, à l'époque, j'avais des problèmes de sommeil qui s'étaient installés, puis elle a rectifié un peu le tir. J'ai pris de la médication, là. J'avais pas le choix parce que j'étais complètement au sol, au tapis, là. Puis j'étais pas capable de me sortir de cette espèce de tourbillon-là de fatigue qui était bien installé. Puis elle m'a quand même bien identifié aussi. Ça n'a pas juste été au niveau pharmacologique, là. Il y a quand même, elle m'avait bien expliqué, tu sais, un peu des concepts de base d'équilibre un peu dans la vie. Puis j'ai trouvé ça intéressant venant d'une médecin, parce que les médecins, tu sais, le patient d'avant avait peut-être mal au genou, celui d'avant avait peut-être de l'arthrite. Puis elle me voit moi qui est surentraîné, puis elle a pris le temps quand même de m'expliquer un peu comment qu'elle voyait ça. Puis les conseils qu'elle m'a donnés, en fait, je les ai utilisés moi personnellement, mais maintenant, je l'utilise aussi dans des conférences que je donne sur le surentraînement. Puis c'était vraiment un beau schéma là, d'équilibre à travers ce elle appelait la membrane de la vie, là, qui est comme une membrane qui tient tout en place. Puis quand on met trop de stresseurs à l'intérieur de cette espèce de membrane-là, ben, des fois, ça explose. Puis c'est un peu ça que j'avais fait. Il y avait beaucoup de stresseurs dans ma vie qui n'étaient pas juste le sport. Il y avait plein d'autres trucs qui ont fait que cette membrane-là était remplie puis ça a explosé. Donc, ça m'a permis de comprendre tout ça, mettre en perspective. Puis je dis pas que ça a été facile, mais ça a quand même été bon d'être outillé puis de me faire accompagner pour ça. Puis ce que je fais maintenant, ben, j'essaie d'accompagner des gens parce qu'il n'y a pas malheureusement, elle n'est plus là, puis elle ne peut pas couvrir toute la planète, là, mais il y a des gens qui m'appellent quand même fréquemment pour avoir un peu de conseils, savoir comment ils pourraient gérer ce genre de fatigue-là parce qu'ils le vivent en temps réel, là, puis je suis mieux équipé pour les aider. Ok. Et du coup, il s'est coulé combien de temps entre le moment où tu as commencé à tomber dans le surentraînement et le moment où tu as rencontré ce médecin? Ça m'a pris un bon presque 3 ans. Ok. Ouais, ça a pris du temps. J'étais pas bien, là. Pendant 3 ans, j'étais vraiment pas bien. En fait, il y avait toujours cette espèce de, aussitôt que je commençais à aller un petit peu mieux, je recommençais à m'entraîner, je retombais. Ça a été comme une espèce Ok. c'était des montagnes russes, là. Parce que la fatigue, en fait, c'est dur à expliquer parce qu'il y a quand même une fatigue, moi je l'appelle toujours la fatigue nerveuse, qui est comme on sent que notre système nerveux est complètement différent c'est comme un nouveau toi, comme un monde parallèle. Tu es un peu spectateur de toi qui vit une vie parallèle. C'est quand même bizarre parce que je me reconnaissais pas. Mon système nerveux réagissait pas aussitôt que j'avais une petite fatigue, que je faisais une nuit un peu moins bonne. Je retombais vraiment dans un état de fatigue, mais profond, puis ça durait plusieurs jours, voire semaines. C'était quand même assez troublant. Puis aussitôt que je me sentais bien, j'avais des bonnes nuits, je recommençais à prendre un peu d'énergie, ben, j'essayais d'aller faire des trucs, j'essayais d'aller faire un petit jogging et tout ça, pouf, je retombais. Et que ça a pris du temps avant que je me dise là, je suis plus capable. Là, il faut que je trouve de l'aide, puis j'ai été épaulé par
entre autres elle, le Mireille, là, la médecin, mais avec j'ai un ami aussi qui est pharmacien d'ailleurs, puis ça n'a pas été pour le côté pharmaco qui m'a aidé, c'est plus un guide dans ma vie qui m'a vraiment aidé à comprendre que là, ça fonctionnait pas, là. Et qui m'a aidé aussi à comprendre, comme je disais, à mettre en perspective des trucs, puis à revoir un peu mon modèle de vie qui, à travers le sport, puis à travers, il faut travailler, puis il faut essayer de revoir un peu tout ça. Fait que j'ai dû revoir mes objectifs de vie à la baisse un peu pendant quelques années, là. Ok, mais justement, combien de temps a duré un petit peu le rétablissement? Ouais, ça m'a pris 6 ans à revenir. 6 ans? Ouais, 6 ans de montagne russe, là. Ça a été difficile, même après la rencontre avec le médecin. On a fait des tests, on a fait, tu sais, j'ai quand même dû revoir un peu, comme je disais, mon mode de vie, faire c'est un peu de laisser-erreur, là, tu sais, reprendre l'entraînement un peu sans être nécessairement compétitif. Pouf, puis là, je revivais des creux. Puis ça m'a pris 6 ans à dire, OK, là, vraiment, je sens que j'ai une certaine stabilité. Puis après, il a fallu depuis, après le 6 ans jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, je demeure quand même prudent. Il faut que je fasse attention parce que je Ok. sais que je suis fragile. Puis il y a des moments où que je sens que, ouf, la fatigue, elle vient s'installer. Dans ces moments-là, il faut vraiment que je fasse attention, je mette la pédale douce. Puis c'est un peu ça que la plupart des athlètes à qui j'ai parlé ou des sportifs, là, même si c'est des sportifs récréatifs qui ont vécu un surentraînement, c'est quand même les mêmes événements qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va bien, puis il y a des moments où ça va vraiment mal, puis ils ne savent pas pourquoi la fatigue se réinstalle, puis ils sont très fragiles, puis ils n'ont pas la même capacité de récupération. C'est quand même étrange, puis j'ai lu énormément là-dessus, puis il n'y a absolument rien, tu sais, qui peut confirmer, infirmer, mais il y a quelque chose qui se passe. Moi, je crois pertinemment que le système nerveux se fragilise après des gros événements de stress comme ça, puis de stress physiologique, entre autres, là, mais c'est ça, il y a quelque chose qui se passe au niveau nerveux qu'on ne comprend pas. Mais tous les gens à qui j'ai parlé vivent cette même espèce de creux-là ou cette fragilité-là. Ok, tu veux dire que du coup, les personnes peuvent sentir enfin, des périodes de fatigue sans forcément que ce soit associé à quelque chose d'autre, enfin, à un entraînement important Ben, c'est ou souvent, autre. mais c'est Ça peut souvent, arriver sans prévenir. non, c'est ça, oui, mais surtout si c'est lié à un entraînement. C'est ça l'affaire, c'est que ce qui était un entraînement digeste à l'époque, là, il essaie de faire un truc un peu plus difficile qu'à l'habitude. Après plusieurs années, là, je parle, là, moi j'ai des cas, là, un ami entre autres que je cite beaucoup dans mes conférences, qui lui a vécu à peu près la même chose que moi dans un contexte différent, mais lui c'est la même chose aussitôt qu'il essaie de charger un peu, c'est un cycliste qui était quand même de haut niveau. Puis aussitôt qu'il essaie de charger un peu avec des intensités un petit peu trop, ben, pas trop élevées, mais assez élevées, il sent qu'il y a vraiment un crash, puis ça dure plusieurs jours, voire semaines. Alors que, tu sais, quand tu Ok. t'entraînes, bon, oui, on vieillit, on récupère moins bien, mais tu sais, le commun des mortels ne vit pas cette espèce de cassure-là qui dit là, j'ai de la difficulté à fonctionner tellement que je suis fatigué. C'est qu'il y a quelque chose là que je comprends pas. Est-ce que c'est des traces? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé ou est-ce que c'est psychosomatique? Ça, je ne sais pas à quel point le psychologique vient jouer là-dedans, mais il y a quand même une cassure qui est franche puis qui existe. Ok. Et concrètement, du coup, qu'est-ce que tu as changé dans ton quotidien et dans ta routine pour essayer de passer outre? Ben, je mets l'emphase beaucoup sur le sommeil, là. J'essaie vraiment d'avoir une hygiène de vie qui me permette de dormir suffisamment. Ben, j'ai revu à la baisse aussi mes objectifs, là. Moi, je voulais faire des Ironman jusqu'à bon, X âge. Là. J'avais ciblé un peu des trucs. J'avais comme objectif de faire sous les 9 heures sur l'Ironman, puis j'ai pas réussi. Puis je réussirai pas malheureusement. Là. Il est trop tard, puis c'est pas grave. Là. Mais à l'époque, j'étais quand même assez sérieux dans ma démarche. J'essaie vraiment d'être à l'écoute justement de la fatigue. Puis c'est ça qu'il faut faire, c'est que euh, c'est sûr qu'on apprend à reconnaître les signes avant-coureurs. Hein. Aussitôt que je commence à être un peu fatigué, là, je deviens un peu anxieux, je sais qu'il y a peut-être une fatigue qui va s'installer, puis là, j'ai peur que ça arrive de nouveau. Là. C'est un peu ça qui me fait toujours peur, parce que j'ai vécu un peu ce que j'explique dans la conférence, c'est un peu des lendemains de veille qui sont récurrents, puis c'est pas cool. Là. T'as pas bu d'alcool, t'as fait attention, tu t'es juste entraîné un petit peu, puis là, tu te réveilles le matin, puis t'es comme un lendemain de veille, mais vraiment misérable. Donc, j'ai dû revoir un peu, dès que je commence à être un peu fatigué, qu'il y a quelque chose dans la vie, tu sais, j'ai des trucs qui arrivent, j'ai travaillé un petit peu tard, j'ai pas dormi suffisamment, je sais que je commence à être un peu fatigué. Je fais vraiment attention pour pas essayer de rajouter de l'entraînement ou d'autres stresseurs. Puis je pense que c'est là la clé, c'est de savoir reconnaître que la fatigue commence à s'installer. Puis c'est surtout pas de dire, c'est pas grave, là, je me reposerai plus tard. Non, non, faut que tu te reposes maintenant. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai été capable de revoir un peu tous ces trucs-là, puis de faire du sport, tu sais, sans trop y être sérieux. C'est-à-dire que pas, à aucun moment je me dis il faut que je m'entraîne. Je dis bon, écoute, je veux m'entraîner parce que ça me fait du bien au corps, à l'esprit, mais si je peux pas cette journée-là, ben je le fais pas.
Donc, casser cette espèce d'addiction aussi au sport, ça a été un processus aussi de dire, ben là, je m'entraîne pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour être en santé. Puis après, j'ai des petits objectifs que j'ai mis ici et là, mais sans aucune prétention, puis juste pour m'amuser dans le processus, puis avoir un petit événement avec mon chum Blaise, on se fait des ultras les dernières années, on va dans la montagne, mais sans aucune prétention, puis on s'amuse à travers tout ça. Fait que juste de revoir un peu ces paramètres-là, ça m'a permis d'être beaucoup plus équilibré dans ma vie, si on veut. Là. Ok. Est-ce que de manière générale, tu as tendance à être quelqu'un d'un petit peu excessif? Est-ce que face à ce phénomène-là que tu as connu avec le sport, tu le connais dans d'autres aspects? Ouais, bonne question. Oui, fondamentalement, je pense que je suis quelqu'un d'assez intense, là, qui a quand même voulu. J'ai quand même foncé beaucoup dans ma vie, mais tu sais, avec le temps, j'ai pas eu le choix de diminuer un peu les paramètres de ma vie où j'étais peut-être un petit peu excessif. Mais oui, j'aimais ça. Je faisais pas la fête souvent, mais quand je faisais la fête, je la faisais vraiment, là. On y allait à fond, là. Puis c'était le sport, en fait, le sport m'a quand même permis d'être hyper intense dans une chose, puis c'était ça. Puis ça m'a quand même rendu malade. Donc, au moins, ça n'a pas été dans l'addiction, dans l'alcool ou dans la drogue, ou des trucs comme ça. Mais je l'ai fait dans le sport, puis ça n'a pas été nécessairement très bon, mais au moins, j'ai été capable d'aller là, puis de pas détruire ma vie complètement, là, au moins. Mais ça a été, oui, dans la vie en général, mais j'ai vraiment revu, comme je disais tantôt, à la baisse, un peu tout ça, puis je suis beaucoup plus posé, je m'embarque pas dans n'importe quoi, un peu comme une tête brûlée, puis faire tout intensément. Je fais vraiment attention à ma santé, là, puis je pense que ça a été, bon, je veux pas dire que ça a été bon que je vive ça, cette espèce de surentraînement-là, mais au moins, ça m'a appris des trucs, tu sais, puis je suis vraiment plus posé qu'à l'époque, là. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes du coup qui sont plus à risque que d'autres? Est-ce qu'on retrouve un petit peu des schémas similaires entre les personnes qui vivent du surentraînement? Ouais. Oui, très, très bonne question. Clairement, là, moi, je pense qu'il y a des profils, justement, les gens qui sont excessifs, qui veulent en faire plus. Je les vois venir un peu, les gens qui se dirigent très rapidement vers des objectifs hyper compliqués, longs. Les gens, par exemple, je prends l'exemple du coureur ou de la coureuse moyen qui commence à s'entraîner puis qui vise déjà un 160 km puis qui s'est mis à l'entraînement. Puis quand il s'est mis à l'entraînement, ça a été hyper structuré, intense, plein de compétitions. Là, souvent, moi, j'envoie des gens qui viennent me consulter pour que je les coach puis qui ont ce profil-là. Puis là, on dit, attends un peu, là, on va se calmer. Là. C'est souvent des gens aussi qui vont oublier, ils seront pas bien nécessairement dans le processus, ils vont avoir un objectif lointain, un peu flou, puis ils vont focusser sur cet objectif-là plutôt que de dire, ben, aujourd'hui, comment ça va? Puis c'est un peu le cas de la plupart des gens que j'ai connus qui ont vécu un peu des surentraînements comme moi, de la fatigue vraiment chronique, c'est qu'ils ont oublié le processus. Comment ça va aujourd'hui? Comment tu te sens? Puis ce profil-là, la bigorexie, tu l'as dit tantôt, hein, les gens que tu vois, ils font du sport. Puis en fait, on sait maintenant qu'on va être capable d'identifier un bigorexique si la personne ne peut pas faire de sport. Je donne un exemple. La personne qui est addicte au sport en fait tous les jours, beaucoup, ça va bien, l'équilibre, il est bon, là. Tu sais, sa vie va bien. Mais du jour au lendemain, il y a une petite maladie ou quelque chose ou une petite opération d'urgence, puis elle ne peut pas s'entraîner, puis là, c'est la panique totale. La personne qui se casse les deux bras puis qui fait du vélo stationnaire parce que là, elle dit là, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec mes jambes. Là, il y a un problème. Fait qu'on est capable de les identifier, ces gens-là. Mais la plupart des gens qui m'appellent, entre autres, pour avoir un peu de se faire guider à travers ça, c'est aussi des gens qui ont pas vu, qui ont été confrontés à beaucoup de stresseurs dans leur vie. Puis souvent, le sport est comme un des stresseurs, puis c'est la place où les gens ne veulent pas couper ou ne veulent pas qu'il y ait un impact. J'explique. J'ai un ami qui m'a appelé il y a peut-être un an pour m'expliquer un peu qui était dans une fatigue vraiment hyper profonde. Puis ce que j'ai à l'écouter, ce qu'il m'a raconté, c'est que là, il y avait de la difficulté à suivre ses amis en ski de fond. Fait que là, ce qu'il m'a dit, c'est quand il faisait son une heure et demie de ski de fond, il dit là, j'arrive plus à suivre le rythme. Là, j'ai posé des questions, j'ai dit, ben, comment ça va dans ta vie? Alors, il vivait une séparation, son père était mort. Il y avait plein d'autres facteurs qui venaient que là, dans sa vie, ça déraillait. Mais le seul point qui ressortait, c'était qu'il était plus capable de suivre ses amis en ski. Fait que lui, il pensait qu'il était en surentraînement. Fait que tu vois un peu, c'est qu'il y a des profils qui sont pas nécessairement juste. Les gens pensent, puis le diagnostic aurait été rapidement, ah ouais, surentraînement, t'es fatigué, t'arrives plus à suivre le rythme. Mais le surentraînement pur et dur, qui est dû à une surdose d'entraînement, selon moi, il est rare. Moi, je pense que je l'ai vécu, mais il y avait d'autres trucs que juste le sport qui venait ajouter au stress.
Je crois qu'il y a beaucoup de surentraînement pur et dur qui ont existé dans des pays comme, en fait, à l'époque, à l'Allemagne de l'Est, qui entraînait ses athlètes complètement de façon folle. Il y avait un exemple qu'un cycliste donnait de l'époque, un Allemand qui disait, nous, à l'époque, le régime d'entraînement, il donnait un peu un exemple, il dit, c'est comme si on lançait 12 œufs sur le mur, une douzaine d'œufs, puis il ramassait ceux qui ne cassaient pas par terre. Il brisait les athlètes avec des charges d'entraînement immenses, puis il y en a qui brisaient. Moi, je pense qu'il y a encore des pays qui font cette espèce de méthode-là, puis que là, on voit vraiment des surentraînements purs et durs, mais je crois que le surentraînement de nos jours, dans la personne moyenne, que ce soit européenne, nord-américaine, c'est dû à plusieurs, c'est multifactoriel et le sport est un stresseur parmi le reste. Ce n'est pas que la cause unique. Donc, pour revenir à ta question, oui, il y a un profil, mais souvent, moi, ce que je vois, c'est des profils de gens qui travaillent comme des fous, des folles, qui ont des gros boulots, qui veulent s'entraîner beaucoup, qui ont des enfants, qui veulent être performants. Puis, tu sais, on m'a déjà dit, on ne peut pas être champion du monde dans tout, là. Tu ne peux pas être champion du monde comme mère de famille, comme ultra-traileuse, puis comme PDG d'une entreprise. Ça ne fonctionne pas. Fait que c'est comme cette espèce d'équilibre-là qui est dur à avoir pour des gens dans nos sociétés un peu modernes. Moi, je pense que les gens viennent en surmenage, puis on va appeler ça du surentraînement parce qu'ils font beaucoup de sport, mais c'est dû à un profil justement qui veut faire exceller dans tout. Ça vient plus de là. Ok. Et est-ce que tu penses que des profils qui ont des tendances à l'addiction sont aussi des profils plus à risque? Donc par exemple un ex-alcoolique, un ex-cocaïnomane, Ouais. s'il se met à faire du sport, est-ce qu'il y aurait potentiellement plus de risques qu'il tombe dans l'excès aussi Peut-être, ça je pourrais pas répondre de façon, j'ai pas nécessairement côtoyé beaucoup de gens qui étaient dans ce profil-là puis qui ont tourné dans le sport, mais sûrement. Quand on dit excès, le sport, on peut facilement tomber dans l'excès. Puis, il y a un exemple, quand même, un triathlète, un des meilleurs triathlètes sur la planète qui s'appelle Lionel Sanders, là, qui est un Canadien. Lui, c'est un ancien, il disait qu'il était addict à drogue et tout ça. Puis lui, il fait des triathlons, il est très, très méthodique dans son approche. Il fait du vélo stationnaire l'été au beau soleil dans son sous-sol, là. Il est un peu bizarre dans son entraînement, mais c'est un gars qui arrive quand même à trouver l'équilibre dans beaucoup d'entraînements. On s'entend, il s'entraîne de façon intelligente. Fait que de dire est-ce qu'il y a une corrélation directe avec un addict versus un addict au sport, sûrement que c'est un profil qui est similaire, mais je ne pourrais pas tirer des conclusions, là. Je pense que c'est un peu, c'est ça. Mais oui, il y a sûrement des rapprochements à faire. Ok. Pour les personnes qui nous écoutent et qui se poseraient peut-être des questions sur leur pratique, ce serait quoi un petit peu les personnes compétentes à aller voir qui pourraient poser le diagnostic ou non? Mais j'aurais tendance à dire qu'il faut, premièrement, être bien encadré par un ou une entraîneur, là, en amont de tout ça, là, parce qu'un coup qu'on est dans cette espèce de flou, de fatigue, il est déjà un peu trop tard. Fait que c'est d'essayer en amont d'avoir des personnes, des bonnes ressources pour bien encadrer. Parce que, tu sais, l'entraînement, on m'a déjà dit aussi, un de mes collègues à l'époque m'avait dit, tu sais, c'est quand on se repose qu'on s'améliore. C'est pas quand on s'entraîne. Quand on s'entraîne, on crée de la fatigue. C'est quand on se repose qu'on voit une amélioration. Fait qu'il y a quand même une certaine sagesse de la part de certains coachs qui vont permettre aux athlètes de ne pas aller là, de jouer avec cette limite-là. Oui, il faut créer de la surcharge, il faut créer de la fatigue, mais il faut aussi écouter son corps et être capable de se reposer quand c'est temps. Puis souvent, ça vient d'un bon encadrement avec un bon coach. Tu sais, moi, maintenant, avec mes athlètes, je fais vraiment attention pour ne pas tomber là-dedans, même si c'est un coaching à distance, je ne vois pas mes athlètes tous les jours. J'avais, tu sais, à l'époque, quand je coachais, je coachais une équipe de triathlon à l'époque en présentiel, c'était mon métier, j'étais entraîneur-chef, puis je voyais mes athlètes à tous les jours, puis je les poussais quand même pas mal, puis j'avais pas cette espèce de réflexion-là. Je pense pas que j'ai surentraîné beaucoup de gens, du moins j'espère. Mais maintenant, je suis d'autant plus prudent parce que justement, là, je fais attention pour pas que ça tombe dans l'excès. Mais après coup, les gens qui se sentent fatigués et qui n'arrivent pas à sortir un peu de cette espèce de cauchemar-là, d'en parler avec un médecin, c'est un peu médecin généraliste. Et des fois, les médecins ne sont pas outillés nécessairement. Ils peuvent sauter vite sur une conclusion. OK, surmenage, ils donnent des pilules, puis va-t'en. Il n'y a pas beaucoup de ressources, hein. Il n'y a pas beaucoup de ressources. Moi, je dis toujours aux gens, trouvez-moi sur Facebook ou sur le site de la Clinique du coureur, puis écrivez-moi, puis on va se faire un rendez-vous, puis on va essayer de voir un peu comment ça va aller. Puis après, il y a peut-être un moyen d'outiller ces gens-là, les envoyer vers des psychologues qui vont donner un peu des trucs. La psychologie cognitivo-comportementale, par exemple, va donner des outils à ces gens-là pour gérer un peu cette espèce de désir de vouloir performer dans toutes les sphères de leur vie, là. Donc, il y a quand même ça que je pourrais orienter, mais
comme je dis, il n'y a pas beaucoup de ressources vraiment concrètes, là, des psychologues du sport qui connaissent vraiment le phénomène. Je ne sais pas s'il y en a des tonnes. Ok. Est-ce que le surentraînement, ça a plutôt tendance à toucher les sports d'endurance, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout type de sport? Je crois qu'il doit en avoir dans tout type de sport. Moi, personnellement, les gens qui m'approchent ou du moins qui me contactent, c'est des sports individuels. Puis comme je disais tantôt, les gens avec qui j'ai discuté la plupart du temps, il y a quelques athlètes de haut niveau là, à qui j'ai déjà parlé, qui ont quand même un bon niveau, là, mais souvent, c'est le contemporain sportif ou sportive moyen qui fait plein d'autres trucs dans sa vie. Et comme je disais, c'est pas juste les gens qui font, par exemple, des ultra-trails qui visent des trucs, la diagonale des fous, le tort des géants ou des trucs comme ça. C'est vraiment, j'ai quand même des gens qui font un petit sport normal avec, oui, d'endurance, mais qui, comme je disais tantôt, créent un stress avec le sport, mais qu'il y a d'autres stresseurs. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'ultra-trailers et ultra-traileuses qui vont se surentraîner, mais comme je disais, c'est les gens qui courent en général et qui ne font que courir vont se blesser. Donc, ils vont aller voir le physio, puis là, ils sont blessés, donc ils doivent ralentir la cadence. Ils ont peut-être la chance de devoir se reposer parce qu'ils sont blessés. Mais oui, tu sais, les triathlètes, souvent, c'est des gens ou les gens qui courent beaucoup puis qui se blessent pas. Il y en a là, des chanceux sur cette planète là, qui courent beaucoup puis qui se blessent pas. Oui, il y en a quand même. Moi, j'ai une judoka à qui j'ai parlé, justement une Française, à qui j'ai parlé, qui était à la retraite du judo, puis qu'elle a vécu quand même ce qui était carrément un surentraînement, là, un salon de surentraînement, mais qui avait beaucoup, beaucoup de facteurs qui venaient peser. Là. Oui, son entraînement était très, très intense, mais à l'époque, ses coachs n'ont pas été, puis même les médecins de l'équipe nationale n'ont pas vu ça aller. C'était quand même assez problématique. Là. Elle avait pas de règles depuis plusieurs années. Elle avait quand même plusieurs trucs qui, là, ça, c'est des drapeaux rouges. Là, quand tu n'as pas de règles, perte de poids, il y a quand même d'autres trucs qui viennent... quand tu t'entraînes trop et tu crées ce déséquilibre-là, on parle aussi de RED-S. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Là. Ouais. C'est qui est comme un déficit en calories. Là. Ça aide de l'anorexie, mais qui est comme un déficit en calories qui est assez important pour faire en sorte qu'il y a des problèmes qui viennent se créer chez la femme principalement, mais chez l'homme aussi, mais c'est plus présent chez la femme. Donc, tu sais, ça, il y avait ces signes-là. Là. On les avait tous, puis la personne avait, toute son équipe qui était supposément des professionnels, avait comme mis ça de côté, puis dit non, faut que tu t'entraînes, faut que tu t'entraînes. Donc, sport de combat était quand même là, puis je suis sûr qu'il y a des joueuses de rugby ou des plongeurs ou des plongeuses qui vont vivre ce même truc-là, ou des gymnastes. C'est sûr qu'il y en a, c'est juste qu'on fait quoi avec eux? C'est pas tout le monde qui appelle et qui essaie de trouver de l'aide. Mais c'est clair que dans des sports comme ça, où il y a beaucoup, même la nage synchronisée, on voit là, c'est des heures et des heures et des heures d'entraînement. C'est sûr qu'il y a des gens qui frappent un mur, mais c'est juste que, bon, on les voit pas ou on n'entend pas parler d'eux. Là. Ok. Est-ce que tu penses que du coup, pour être athlète de haut niveau, il faut forcément flirter un peu avec cette limite? Si tu parlais par exemple des femmes qui n'ont plus leurs règles, il me semble que dans les sports d'endurance à haut niveau, c'est quand même la grande majorité qui sont concernées. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'on doit nécessairement se rendre là. Ça veut pas dire que, en fait, oui, tu as raison, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se rendent là, mais je suis convaincu qu'il y a quand même un équilibre à trouver pour les sportifs de haut niveau, qui vient pas améliorer les performances au détriment de la santé. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se fait. Mais la ligne est mince. Hein, puis j'avais la discussion avec mon collègue Nicolas Bourron, là, qui est coach au coaching du coureur avec moi. Puis on se disait, tu sais, moi, la réflexion que j'avais, parce qu'on est allé courir dans la montagne en marge de l'UTMB, puis on a vu les premiers, puis les premiers hommes, puis la première femme passer. Puis là, j'avais la réflexion, tu sais, on voyait vraiment, c'était des zombies sur des bâtons, là, tu sais, c'était dans les derniers kilomètres de l'UTMB, puis je disais, tu sais, j'ai dit, c'est contre nature, hein, quand même, tu sais, les gens ont couru toute la nuit, puis ça, c'est les premiers, là. Fait que j'imagine pas les gens qui font 45 heures à la fin, dans quel état ils vont être, puis je me disais, tu sais, au niveau de la santé, OK, oui, c'est valorisé parce que c'est exceptionnel, puis c'est une performance hors du commun, mais on demande à ces athlètes-là de courir toute la nuit, donc faire une nuit blanche. Je parle à n'importe quel spécialiste du sommeil, il va dire, ouais, non, on fait pas ça, là. Nuit blanche, pas bon. Là. Il y a des marqueurs qui sortent après une nuit avec un sommeil altéré. On a comme des marqueurs qui sont pas très, très positifs pour la santé. Puis, tu sais, mais là, on demande à ces athlètes-là de non seulement faire 10 000 mètres de dénivelé positif, de courir pendant 20 à 25 heures pour les premières, avec, tu sais, de l'alimentation rapidement, puis on voit les gens, tu sais, c'est contre nature, là. Tu sais, moi,
je suis pas dans l'hyper-valorisation de ce truc-là. Je respecte les gens qui font ça, puis j'en ai déjà fait des ultras sans faire des 160 km, mais il y a quand même la limite, la ligne est mince, là. Tu sais, est-ce que c'est bon pour ta santé? Puis est-ce qu'on le fait au détriment de la santé? Puis oui, l'épreuve, c'est une chose, mais tout le régime d'entraînement qui va avant ça, de cumuler tant d'heures, puis est-ce que c'est vraiment bon pour ta santé, tes articulations, ta santé mentale? Moi, je trouve que c'est une zone, c'est un peu fragile. Puis il faut faire attention à ça, de juste valoriser l'ultra-distance. Et maintenant, c'est rendu un peu banal, hein. Tu dis, ouais, je fais un maratrail ou je fais un marathon. Ah ouais, ok, cool. À l'époque, tu faisais un marathon. C'est comme, t'es fou, tu sais, t'es comme vraiment un marathon, c'est long. Maintenant, si tu ne fais pas 160 bornes, c'est un peu banal. Donc ça, je trouve ça un peu... je trouve ça épeurant. J'ai une petite crainte par rapport à ça parce qu'il y a quand même... Moi, j'entraîne des gens pour qu'ils soient en santé, d'abord et avant tout. Puis oui, bon, on peut les faire performer, s'améliorer, mais pas au détriment de leur santé. C'est ça l'affaire. Fait que voilà, j'ai comme une vision un peu nuancée de cette quête de l'ultra, puis de la distance, puis de tout en faire plus. Je suis un peu prudent, Ok. après réflexion. Ouais, je comprends. Ouais. Après, je me dis, il y a aussi peut-être une différence entre la personne qui en fait tous les ans, plusieurs fois par an, et la personne qui a juste envie, une fois dans sa vie, par exemple, de faire l'UTMB, tu vois. Clairement. Je me dis, si on consacre une année de sa vie en étant un peu plus dans l'entraînement que d'habitude, c'est pas forcément nocif non plus. Clairement, mais ça, tu as raison. Puis le faire de façon répétée plusieurs fois par année des ultras, ça, c'est... Moi, mes athlètes, il y en a un cette année qui en a fait 2, puis on s'est essayé même sur un 3e, puis c'était trop. C'était vraiment trop. Puis on a essayé de le faire passer à travers, bon, beaucoup de repos entre les événements, mais en effet, c'est d'essayer d'en faire... Puis là, en fait, je ne referai plus cette erreur-là. Là. On a quand même essayé des trucs, puis ça n'a pas fonctionné. Mais en effet, les gens qui ont ça comme objectif, je n'enlève pas l'espèce de désir de dépassement. Moi, le premier, on veut tous se dépasser, atteindre des nouvelles limites, puis pousser notre limite physiologique. Mais jusqu'à quel point ça devient, comme je dis, d'avoir un objectif lointain versus comment le processus va se dérouler. Est-ce que le processus est enrichissant ou je délaisse ma famille, je délaisse un peu mon travail ou mes activités sociales pour faire quelque chose qui va m'amener où? C'est là que j'essaie de trouver, est-ce qu'il y a un équilibre? Je suis convaincu qu'il y a un équilibre, mais la ligne est mince. Il faut vraiment être prudent de ne pas tomber dans l'excès puis de s'entraîner sur des blessures, par exemple, ou sur de la surfatigue. Parce que là, après, on va ramasser des corps morts, comme on dit. Là, il y a des gens qui vont vraiment s'écrouler. Puis c'est là que ça me fait peur un peu. Puis je trouve pas que c'est une approche nécessairement santé pour n'importe qui. Il y a des gens pour qui ça peut fonctionner, mais il y en a plein qui sont peut-être pas faites pour s'embarquer dans des processus aussi chargés dans une vie déjà chargée. Ok. Tu as évoqué plusieurs fois ton rôle de coach. J'aimerais justement que tu nous parles un petit peu de la clinique du coureur et toi, quel est un petit peu ton rôle au sein de la boîte? À la clinique du coureur, j'ai plusieurs rôles quand même assez différents. Là. Je m'occupe principalement, là, à l'époque, je m'occupais des événements à la clinique du coureur. On avait le trail à la clinique du coureur et le 5 km route à la clinique du coureur. Ça, c'était un gros chantier pour lequel j'étais directeur de course de ces événements-là. Le trail à la clinique du coureur est rendu à presque 2000 personnes, 2000 coureurs, des distances de 300 mètres pour les enfants, là, très jeunes, 300, 600. On a comme 5 courses pour enfants. Après, on avait un 5, un 10, un 20, un 30 et un 50 km en sentier. Fait que c'est beaucoup de balisage. C'était un très, très gros chantier. Mais là, on a donné ça avec un de nos collègues, Simon Castonguay, qui est devenu directeur de course. Fait que ça m'a libéré, puis j'ai arrêté de perdre des cheveux. Là. Ça s'est stabilisé parce que ça me donnait des maux de tête. C'était un très, très gros chantier à travers plein d'autres trucs, mais à la clinique du coureur, je m'occupe aussi des formations 2.0 qu'on donne. On fait venir des cohortes de Français, Belges, Suisses, donc l'Europe francophone au Québec pour faire une formation expert, donc qui est une formation avancée en prévention des blessures, diagnostic et traitement, mais aussi on fait vivre tout le côté nutrition, entraînement. C'est vraiment une formation hyper complète, 40 heures de formation, mais je m'occupe de toute la logistique. Donc, hôtel, activités, on fait vivre le Québec là, complètement. On les amène, l'hiver, on les amène en traîneau à chien, hôtel de glace. L'été, on les fait, on va à l'érablière, on fait plein de trucs. Et en parallèle, je m'occupe aussi, je fais du coaching. Le coaching du coureur est en partie comme le petit frère de la clinique du coureur.
Moi, je fais du coaching, ça fait à peu près 25 ans que je fais. J'avais une société à l'époque qui faisait du coaching à distance. J'ai fait ça pendant longtemps. Puis là, quand on est devenu propriétaire du coaching du coureur, en fait, mes services ont comme mergé, là, se sont comme associés au coaching du coureur. Puis là, je fais de l'entraînement personnalisé comme je faisais avant à des coureurs, des triathlètes. Puis c'est ça, je les supervise à distance selon leurs objectifs. Puis c'est ça, là, donc je m'occupe de ça. Puis en parallèle, à la clinique du coureur, on a comme créé une société en parallèle qui est une société immobilière. Puis là, je m'occupe de toute la logistique immobilière. On a des terrains, on a construit des chalets locatifs. Fait que ça n'a rien à voir avec la clinique du coureur, mais on est quand même tous les mêmes actionnaires de la clinique du coureur, sommes propriétaires de cette entité-là qui fait du développement immobilier. Puis là, c'est là-dessus que je mets beaucoup de temps et que j'adore faire. Là. C'est une nouvelle passion qui s'est comme montré le nez il y a quelques années, puis je passe beaucoup de temps à faire ça. En gros, c'est ça. Puis en parallèle, bon, je fais de l'enseignement, les cours 1.7, qui sont principes et planification d'entraînement, et le cours 2.7, qui est expert en coaching. Donc, on fait un cours d'expertise. Je donne ces deux cours-là avec mes collègues Olivier Roy-Baillargeon et Sébastien Cornette. Donc, on donne ces cours-là soit en France, au Québec, puis c'est ça. Donc, je suis enseignant aussi de ces deux cours-là. Ok. Pour ce qui est de ta casquette de coach, comment ton expérience personnelle du surentraînement elle a influencé ta manière de coacher aujourd'hui? Ouais, ben c'est sûr que ça a mis des choses en perspective, là, comme je disais, de gérer l'humain dans son ensemble. Parce que au niveau sport, je pense que j'ai toujours bien calibré là, la charge que je donnais à mes athlètes. Là, je crois, là, à peut-être quelques détails près, des fois, bon, écoute, j'ai peut-être trop chargé à certains moments, pas assez à d'autres. Mais en général, je pense que je gérais bien ces paramètres-là. C'est plus de voir que, tu sais, moi, en fait, je contrôle chez mes athlètes à peu près, ben, ça dépend de leurs objectifs, mais disons entre 1 heure et 4 heures par jour. Fait que l'entraînement, ben, même 30 minutes, des fois, là, moi, ce que je planifie sur papier, c'est un entraînement ou 2 entraînements dans une journée. Fait que ça fait comme, je disais, mettons 30 minutes à 4 heures. Ben, après ça, le reste, l'athlète, il a comme 20 heures dans sa journée ou plus que ça lui appartient. Fait que là, je suis capable de voir un peu plus. Là, j'essaie de comprendre plus la réalité de mes athlètes. C'est quoi leur situation professionnelle? C'est quoi leur situation familiale? Tu sais, une maman qui est en monoparental, qui travaille de nuit, qui veut faire des ultras, qui a 3 enfants, là, on va voir, tu sais, à l'époque, j'avais pas cette sensibilité-là à essayer de comprendre. Moi, je voyais ce qui était physiologique puis ce qui était, bon, le sport. Mais là, je suis capable d'avoir une vue plus un peu nuancée, puis aussi de voir que l'humain, ben, moi, je contrôle pas grand-chose dans sa journée. Fait que j'essaie de voir, de mieux cerner mes athlètes, puis d'être capable de moduler aussi l'entraînement en fonction de leur réalité. Puis je l'ai compris, moi aussi, ben, j'ai un enfant, je sais un peu c'est quoi à l'époque, que j'étais un jeune célibataire qui s'entraînait intensément. Puis sans dire que je refaisais un peu faire à mes athlètes ce que moi je faisais, j'avais quand même moins de réflexion, de voir la réalité des gens, puis de comprendre cette réalité-là. Maintenant, puis en plus avoir vécu le trop, là, le trop d'entraînement, puis comment moi j'ai traversé ces étapes-là, ben, tu sais, je m'assure que les gens ne se rendent pas là. Donc, je suis plus à l'écoute, je suis plus proactif, je vais être vraiment capable de réagir. Si je vois qu'il y a des gens qui montrent des signes, là, comme on disait tantôt, il y en a des petits signes, des petits drapeaux rouges, là, ben là, moi, dès que j'en vois un, j'essaie de mettre, tu sais, OK, on se calme, on fait d'autres choses. Ça m'a quand même aidé, mais je pense de juste vieillir, puis aussi c'est de l'expérience comme coach. Là. J'ai commencé avec, oui, une formation universitaire, mais je ne savais pas trop, on fait des tests, puis tu sais, on dit essai-erreur. Les erreurs, je voulais qu'elles ne soient pas trop coûteuses quand même. Là. Une erreur mène au surentraînement, c'est une grosse erreur. Mais tu sais, en gros, j'ai beaucoup évolué comme coach, non seulement par mon processus personnel, mais aussi à comprendre comment les gens peuvent réagir à la charge à travers des vies hyper chargées. Fait que ça m'a quand même beaucoup aidé. Puis je pense que je suis quand même assez mature comme coach maintenant. Là. J'ai assez de bagages pour être capable de voir les trucs venir de loin. Là. Ok. Est-ce qu'il y a des approches ou des méthodes spécifiques à la clinique du coureur qui ont été mises en place pour accompagner les athlètes justement dans un entraînement pardon, qui est sécurisé et qui minimise les risques de surentraînement? Pour le surentraînement, pas vraiment, parce que c'est pas très connu comme phénomène. Là, je le disais tantôt, de dire on entraîne des gens à ne pas se surentraîner. On n'a pas mis en place ces trucs-là. Par contre, à la clinique du coureur, ce qu'on fait de façon systématique avec tous nos coachs, c'est de s'assurer qu'on respecte une courbe de progression, c'est-à-dire que oui, il va y avoir une mise en, il va y avoir une individualisation, première chose, mais il va y avoir une courbe de progression qui est hyper progressive pour éviter les blessures.
La clinique du coureur, on forme des meilleurs praticiens pour tout ce qui est prévention des blessures en course à pied. Fait que notre petit frère, le coaching du coureur, il n'a pas le choix de suivre cette même logique-là, puis c'est tout à fait normal parce qu'un athlète qui progresse, c'est un athlète qui ne se blesse pas. Ou un athlète qui ne se blesse pas, c'est un athlète qui progresse, là, peu importe de quel côté on le met. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que nos coachs respectent les principes de progression, de quantification du stress, on en parle de long en large, mais si on est capable de bien quantifier le stress mécanique qui est induit par la course à pied, par des impacts répétés, normalement, si on accompagne bien nos athlètes en suivant une progression, on s'assure que ces gens-là ne se blessent pas. Puis c'est ça qu'on veut, un athlète blessé, c'est plate, là, les gens se blessent, c'est sûr. Des fois, il y a des trucs qui sont un peu, sans dire inévitables, mais que ça arrive. La course à pied, c'est traumatique, c'est difficile. Mais si on respecte quand même une courbe de progression, on limite beaucoup les chances. Donc, on a quand même cette approche-là qui est intégrée à notre philosophie, si on veut, là, dans le coaching, surtout pour les coureurs à pied. Puis, je pense que c'est inévitable. Il faut passer par là. Ok. Avant de passer aux 3 petites questions de la fin, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé aborder, ou un message que tu aimerais faire passer? Je suis disponible. Les gens qui ont des questions, qui se sentent un peu fatigués, ça me fait plaisir pour vrai. Là. Moi, c'est un peu en fait, c'est le désir d'aider mon prochain, là, puis de m'assurer que les gens ne tombent pas nécessairement dans des fatigues aussi profondes que moi j'ai pu vivre, mais c'est ça, moi je demeure une ressource accessible, puis je suis pas médecin, mais je peux quand même aider à accompagner les gens. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire pour les accompagner, des gens qui savent pas un peu, qui tournent en rond, qui se sentent fatigués, qui ont sont un peu dépressifs parce que justement la fatigue s'est installée, les performances dans le sport, ça va pas bien, qui ont brisé un peu cet équilibre-là. Moi, je suis une personne ressource. Ça me fait plaisir. Là, les gens peuvent me trouver sur Instagram, c'est Yves Saint-Louis, là, Instagram, YVES-STLOUS. Après, sur Facebook, on peut me trouver. Sur la clinique du coureur, mon courriel est disponible là aussi. Je suis une ressource qui peut au moins, sans dire que je vais m'occuper d'un traitement, mais je vais quand même pouvoir aider, je suis convaincu, des gens à un peu comprendre le phénomène puis les guider à travers tout ça. Ok, ça marche. Du coup, pour conclure l'interview, j'ai 3 petites questions rapides à te poser. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Oui, il y en a plusieurs, mais c'est ça qu'on se disait avant l'entrevue. Il y avait quand même, c'est ça, il y a le livre qui s'appelle Endure, endurance, là, l'endurance, okay. Endure, c'est ça. Donc, qui m'a vraiment, je pense, c'est Alex Hutchinson qui a écrit ça. Puis qui me, quand même, j'ai adoré le livre parce qu'il met en perspective, plein de trucs au niveau physiologique. Puis, tu sais, il y a une super belle approche. C'est un gars qui a quand même une vue quand même assez globale de l'entraînement puis des sports d'endurance. Fait que ça m'a beaucoup marqué, aidé. Puis, en fait, je l'ai lu 2 fois, là. C'est un genre de livre qui se savoure, qui se lit bien. Mais j'ai plein de livres que j'aime, mais c'est ça, là, je savais pas trop quoi dire. Fait que bref, je sais pas, tu vois ce que tu veux avec ça. Après, t'as le droit d'en citer. T'as le droit d'en citer plusieurs, après, il n'y a pas... C'est au contraire. Ouais. Mais vite comme ça, moi, en fait, je suis un lecteur, mais je me souviens pas tout le temps de ce que je lis, du titre et des trucs comme ça. Ouais. C'est quand même un peu bizarre, mais c'est ça. Fait que bref, tu pourras faire ce que tu veux avec ça, mais... Ok. Du coup, deuxième question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Qu'est-ce que je voudrais laisser derrière moi? En fait, moi, je veux que les gens se souviennent de moi comme étant juste une bonne personne. Tu sais, j'ai pas nécessairement besoin que les gens s'identifient à moi comme étant, oui, il a changé quelque chose dans le monde. Moi, en fait, j'essaie d'être bienveillant, d'aider les gens, d'être présent pour mes amis ou les gens qui ont besoin d'aide. J'aimerais juste continuer à faire ça, mais j'ai pas besoin nécessairement de la reconnaissance. Je sais pertinemment que que je vais être disponible pour les gens qui ont besoin d'aide. Puis pour moi, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de laisser une empreinte marquée sur la terre. Je pense que ça, c'est suffisant pour moi. Ok, moi c'est très bien. Tu vois, quand je parle de laisser un souvenir, je parle pas justement de laisser forcément une trace énorme sur le monde. Ça peut être juste à ton échelle, à l'échelle de tes proches, tu vois. Parfait. Troisième question, du coup, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Petite anecdote de sport. J'en aurais tellement, là. En fait, moi, je dis toujours, en triathlon, là, il m'est tout arrivé. J'ai eu tous les problèmes qu'on peut pas imaginer. J'ai eu des chutes à vélo, trompées de parcours, des combinaisons, des wetsuits qui se sont ouvertes en ma natation.
Je me suis perdu en natation dans un Ironman. Pour vrai, là, j'étais au Ironman au Brésil, puis Ok. je savais plus où j'étais. En fait, il y avait seulement 4 bouées sur un parcours de 4 kilomètres. Puis j'ai même, en nageant, j'ai rencontré quelqu'un à sens contraire à un moment donné en me disant qui est du mauvais côté. Là, je savais plus où j'étais. Et ça a quand même été assez. J'ai tout le temps été capable de me remettre un peu, de refocuser mes trucs, mais j'ai 1000 anecdotes de sport qui me sont arrivées. Mais en gros, je crois que le dernier, en fait, j'ai fait 2 ultras. Là. Le premier que j'ai fait, ça a été quand même pour moi un, un moment de sport qui a été vraiment marquant parce que, bon, j'avais fait plusieurs Ironman, puis je me disais, ça y est, j'ai vécu le plus dur du dur, là. Mais là, finalement, quand j'ai fait mon premier ultra au Mexique, là, j'ai vécu tout un cauchemar. J'ai été vraiment dans une zone où que je croyais jamais aller. J'avais perdu, je sais pas pourquoi, peut-être c'est la déshydratation, tout ça, mais j'étais plus capable d'entendre. Fait que les gens me parlaient, puis j'entendais pas. Puis j'avais de la difficulté à parler parce que j'avais les oreilles bouchées, et j'étais complètement, là, j'étais sur une autre planète, puis là, ça parlait, c'était espagnol, puis j'étais vraiment dans une zone un peu bizarre. Fait que ça a été, je raconte ça encore maintenant, je me dis, mais pourquoi je me suis rendu aussi loin dans l'effort? Mais c'est un souvenir que j'ai de l'ultra au Mexique qui était quand même assez particulier, puis j'ai fini, puis j'étais quand même assez lessivé, donc c'était toute une course. Ok. C'était quoi le nom de cette course? C'est organisé par UTMB maintenant, c'est le Puerto Ok. Vallarta Ultra, qui est une Ok. super belle course, mais il fait 40 degrés, puis c'est très très chaud du début à la fin, puis ça a été compliqué, mais juste de finir dans cet état-là, après ça, je me suis dit, ok, ouais, je me suis peut-être rendu un petit peu loin, là. Ok. Eh ben écoute, sur ce, merci pour tout ton partage. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais, du coup, tu nous as parlé de ton compte Instagram, Ouais, Facebook, la clinique du coureur. exact. Est-ce qu'il y a d'autres liens que tu as envie de partager? Vous allez me trouver partout, c'est pas mal là que je suis plus présent, là, donc c'est ça, les gens peuvent m'écrire ou trouver mon numéro de téléphone à plein d'endroits, mais normalement, les gens communiquent avec moi via Facebook ou Instagram, donc je répète, là, les gens, n'hésitez pas si vous pensez que vous en allez vers le surentraînement, ça va me faire plaisir de vous écouter et puis de trouver des outils pour vous. Ça marche. Mais écoute, je mettrai, tous les liens en description. Bah, écoute, merci pour ton temps. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et beaucoup de réussite pour la suite. Merci beaucoup.